Good evening, everyone. Thank you all for being here with us this evening. Thank you to Teachers College for hosting us. Thank you to the Maison Française for organizing this event. Thank you very much, David, for being with us. Bonsoir. We're going to conduct this discussion partly in French, and I will do my best to translate into English. It's been a long day, so forgive me if it sometimes slips a little bit. But we'll start with a few questions of my own and get the conversation going, and then I'll turn over to you for any questions that you may have for David, and so you can start thinking about questions you might want to ask. When we get to that time, you've got two microphones here on the edges of the room, so you can come and ask your question. But I thought I would start with a simple question, the genesis of the film. How did it come into being? What was the thinking process, the discussion process with Annie Ernaux, and then the actual division of labor and how things proceeded. Donc, il faut traduire ou ça, non, ça va? Ok. Est-ce qu'il peut-être on peut demander si on a besoin de traduire pour des... Moi je vais traduire. Toi tu vas traduire. Tu peux parler en français et puis je vais essayer de... Alors, l'idée originelle vient du fait que moi je fais pas mal de petits films avant celui-ci, institutionnel. Et un jour, mon fils à moi, Noël, a souhaité revoir les films Super 8 qu'avait tourné son grand-père, donc Philippe. Et par chance, le projecteur venait d'être réparé, donc on a fait une projection. Et ma mère a raconté ce qui se passait à l'image. En fait, c'était la gardienne de la mémoire d'une certaine forme. Et donc, elle expliquait ce qu'il y avait sur l'image. Et moi, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose à faire. Enfin, il y a une écrivaine qui va pouvoir écrire un texte. Et il y a des images. Moi, mon boulot, c'est d'assembler les deux un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais proposer à ma mère de faire quelque chose. Et donc, je lui ai demandé. Je lui ai donné absolument aucune indication. Je veux dire, même pas temporelle, ce qui après m'a joué des tours, parce qu'il y a des moments où j'avais 3 minutes de film, de rush, et 5 minutes ou 7 minutes de texte. Et donc je lui ai proposé d'écrire un texte, et il y avait un petit malentendu au début. Peut-être je peux m'arrêter. Il y avait un petit malentendu parce qu'au début elle pensait que c'était une histoire familiale. Qu'il fallait raconter ce qui se passait, grosso modo, une histoire de famille, et en fait pas du tout, c'était pas mon idée, c'était vraiment de lui laisser faire ce qu'elle fait en écriture. Et donc une fois cela éclairci, voilà, elle a fait un texte. Je raconterai la suite. So this started out, David produces and films, makes short films, and so one day his son had asked him to see these film reels that we heard at the end of the movie stay with Annie Ernaux, and so they decided to actually watch them together, and Annie was telling what was happening, raconter l'histoire. She was telling the story of what was happening in the films, and all of a sudden David had as a filmmaker had the idea of, wow, there's something here, there's a text here, there are images, maybe we can do something with this. And so he asked his mother to write this up as a text. At first there was a little bit of misunderstanding. She thought she was supposed to explain what was happening in the film images, but then eventually she got the memo that she was actually supposed to write a story, which is what she does, of course. Donc elle a fait ça, elle a écrit son texte, on a trouvé un producteur. Et alors, il fallait le matériel pour pouvoir monter le film. Et c'est arrivé au moment où tout ça s'est organisé, puis il y a eu le premier confinement, début 2020. Et j'ai donné à ma mère un petit enregistreur numérique tout simple, qui vaut pas cher, et je lui ai demandé d'enregistrer
son texte, de lire son texte avec l'enregistreur, tout simplement, pour faire ce que je pensais être une voix témoin. Voix témoin, c'est-à-dire la bande-son qui me servirait après pour monter le film avec les images numérisées des films Super 8. J'attire votre attention que le montage image vient après le texte. Voilà. Et non pas, elle ne commande pas les images telles que vous les avez vues, mais les images ont été montées en fonction du texte avec quelques petites modifications du texte, d'ailleurs, on en parlera. Et donc cette voix témoin qui me servait à monter, bon bah voilà. Et puis il s'est trouvé qu'en fait elle était tellement bien, la voix témoin. Elle a cette tranquillité, mais en même temps cette petite fragilité qu'il y a, parce qu'elle était seule dans son bureau, même parfois j'entendais des oiseaux, la bande-son a été nettoyée, hein, mais on entendait les cuicus des oiseaux parce qu'elle enregistrait la fenêtre ouverte, ou bien il y avait un chat qui montait sur le bureau, enfin bref, donc tout ça, ça a été nettoyé. Et avec cette bande-son, donc, on l'a gardée parce qu'elle était bien. Voilà, et c'est celle que vous entendez, c'est celle qu'elle a enregistrée dans son bureau. So having decided to make this movie, they found a producer and then sort of thought about how to actually put the film together. And so the first thing he did was ask Annie, his mother, to record the text that she prepared, which she did on a small little digital recorder, a sort of handy handheld recorder during lockdown, the first lockdown, COVID lockdown of 2020. And so David calls this a voix témoin, a sort of witness voice of these images. But what's really important about the conception of the film is that it's not that the images come first and then that the text was sort of superimposed. It's the text itself that comes first, and then the images are sort of adapted, cut, adjusted to fit the text, with some small little adjustments to the text. But it's basically the storyline that Annie Ernaux tells that runs the show, and the images come afterwards. And that he likes the voice. I think we can all agree on this. It's a wonderful voice. It's a calm voice. It's also a slightly fragile voice. It's a voice of an elderly woman who's by herself during lockdown in her home. There's some background noise that appears that had to be cleaned off during production. But they decided to keep it. I think that there was an attempt to record it again, but yes. But you decided it was the first take was better, right? Oui, on a essayé de le refaire en studio. Oui. Et il y a eu, ma mère n'est pas comédienne, et donc, et c'est bien, justement, c'est ça qui fait l'intérêt du film pour moi, la voix. Et donc, elle avait une voix directrice, elle ne trouvait pas la manière de dire un texte correct. C'était dur, c'était un peu, elle mettait trop de distance. Par rapport à sa diction, parce que ma mère tient à ne pas être dans le sentiment. Voilà. So there was this attempt to record the voice again in a studio, in a professional studio, but it ended up being a little bit too didactic, a little bit too cold, perhaps, or staged. It was a fake, false kind of voice, whereas the first recording done by herself was more sincere, perhaps more fragile too, which I think is an important word because it is a story of fragility too, of as she puts it, an autobiography of the family. Did you want to say something else about it? Okay. So you made the film, and so there are some choices. You said there were 5 hours of film altogether, and you cut to reduce it into one. Is that something that you decided to do with Annie Ernaux? Well, I mean, it was based on the story, right? That she had plotted.
but what did you leave out? Are there things that you left out that was a conscious choice? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez décidé finalement de ne pas inclure dans le film qui est un choix délibéré? Alors, il y avait une nécessité de toute façon, dont j'ai expliqué pour la Russie, 3 minutes d'image et un texte qui faisait en lisant 6 ou 7 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça, donc là il fallait trouver un truc à faire. Et donc, généralement c'était le cas, et puis, où il y avait des moments aussi où ma mère décrivait l'image. Oui, le texte de ma mère est un texte autonome, c'est-à-dire qu'on peut le lire sans voir les images. C'est vraiment, elle insiste, un texte linéaire et autonome. Voilà, une ligne droite qui part du début et qui va à la fin, on s'en doute, mais fluide et droit. Et cette autonomie, eh bien, quand on la met en film, eh bien, c'est redondant. Par exemple, voir une image et avoir sa description en même temps n'était pas forcément ce qui était pertinent. Et comme il a fallu, à un moment, enlever certains passages, le texte lu en lui-même, le texte initial de ma mère faisait 1 heure. Et le film fait 1 heure. Il y a des moments de pause, il y a des musiques, il y a des séquences où il n'y a pas de parole, et c'est nécessaire pour un film. Donc, forcément, il y a des passages qui ont été mis de côté, et que je pense que vous retrouverez un jour dans le texte original, quand si un jour il est publié, mais ça peut arriver. Et voilà. Ah, puis il y a quelques réorganisations aussi du texte, et il y a un passage même pour les nécessités du film, pour faire une transition à la fin du Chili. Peut-être vous avez entendu, il y a une légère différence de son dans la voix. C'est qu'on avait toute une séquence sur le Chili et dans son texte, ça s'arrêtait et ça passait à autre chose. Quand on a un texte, c'est facile, on passe à un paragraphe suivant. Au cinéma, il n'y a pas de paragraphe. Il y a des moyens de le faire, il y a des cuts que vous avez pu voir à l'image, mais il fallait une transition et puis surtout, la séquence du Chili est très descriptive. Et on voit, il y a très peu d'images de ma mère. Donc il était nécessaire de faire revenir sa voix à ce moment-là. Donc je lui ai demandé, je lui ai proposé de faire une phrase qui nous permettrait de clore le Chili. Et c'est la phrase que tout le monde retient, c'est celle où elle dit « Vengez ma race ». Voilà. This is going to be very synthesized. So most of the decisions as to what to keep and what to cut were dictated by the text, which originally runs for a whole hour, and so it needed to be the images needed to be adjusted for that. There are some situations where Russia was 7 minutes of text, but only 3 minutes of film, so David had to kind of work around that. So the risk was that the film would become a bit repetitive, that the text would just describe the scenes, and so he did take a few liberties with some reorganizing of the film, some cutting here and there. The working especially, I'm synthesizing here, but I want to get to other questions. But the key part perhaps was working on the transitions, on the cuts, on how to move from one section to the other of the story, and the part of the film that's about the trip to Chile in 1972 is very revealing in that respect, because it's a part where there aren't that many images of Annie Ernaux herself, and so there's a lot of voice, a lot of description to fill in for that. And then there's this wonderful scene at the end, which actually I'm going to turn this into a question, because I really like that ending there. Of course, it's just before the coup and Pinochet is coming to power, and the fall of Allende's government. And it's a moment when, first of all, it's a moment when the film freezes and we go to stills just before the transition, and it seems to kind of want to
visually reproduce what the text is doing, namely a kind of cut in time. The section ends with a looking forward to what's going to happen, right? Because the trip is coming to an end, and Annie Ernaux says, we didn't know yet what was going to happen the following year, the coup d'etat, and there's a kind of rupture in the flow of the narrative and in the flow of time too. And so this is a way almost of sort of the really big question as a historian that I have is this amazing work on time in this film. The many ways in which you and Annie Ernaux, who of course writes about this in her novels, and especially in the years, in les années, travaille le temps, working on time. And so I'm wondering, to turn this into a question, there's obviously the time of personal life, the time of society, of history, these moments when there flash forwards, flash backwards, almost memory comes in a lot. So I'm just wondering, did you and Annie talk a lot about how to convey this importance of this thickness of temporality, la patte du temps que l'on ressent dans son œuvre? Comment est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous avez des discussions là-dessus? Alors, c'est une grande question. Désolé, mais nous n'en avons pas parlé. Enfin, nous en avons parlé un tout petit peu. Je tiens à préciser, je viens de dire, j'ai proposé des modifications à ma mère. À chaque fois, elle les validait, à chaque fois que je lui expliquais, je lui montrais le texte parce qu'il fallait enlever certaines passages, etc. Elle le validait, hein, bien évidemment. Et pour la question du temps, mais ça c'était, enfin j'ai même pas besoin de lui en parler, mais on a gardé la continuité du texte. Et le texte est très organisé, avec des dates qui reviennent régulièrement, on dit en 75, en 77, etc. Le monteur avec qui j'étais voulait absolument ne pas les mettre, ces dates, parce que ça coupe la continuité. Moi j'insistais, il fallait qu'elle soit là. Et on a vraiment gardé l'organisation de son texte. Donc, par contre, pour le temps en lui-même, non. Mais le dispositif même cinématographique marque aussi le temps. L'écart qu'il peut y avoir entre la voix, c'est une voix fragile d'une femme qui avait déjà 80 ans, et avec à l'image une femme qui a 30 ans. Donc, dans le dispositif même, il y a le temps qui est compris, je dirais, et qui est sensible, qui est rendu sensible par la fragilité de la voix et par les images, l'écart qu'il peut y avoir. So they didn't talk much about time, much to my surprise. But they just want to specify something that any changes and adjustments that he suggested and he validated. So there was a back and forth on that. He insists on the continuity of the text. I forgot to mention this before, but it's a very linear text. It's a very continuous, sort of flowing text. And that has these dates that punctuate it, that mark the passing of time, these 10 years roughly that the film covers. And at one point during the production, I can't remember who the film editor. Non, le monteur. The monteur, oui, sorry, editor, the editor, right, wanted to remove because he felt that they kind of stopped the flow, but that he insisted that they be there, and I think it's very important because it really does this is me. It does what Annie Ernaux's work does so well, which is blend the personal and the social, the individual and the historical, and tie and make her experience, her individual experience, a collective, generational, sociological experience. Sometimes in French we say l'histoire avec un petit H, avec un grand H, small H history and big H history. And so this organization is very important. And one thing that the film does do in a way, very sort of organically almost, is mark the passing of time simply because it's the voice of an 80-year-old woman
talking about the images of a 30-year-old woman who happens to be the same person. And so maybe this, again, I can turn this into a question, it sets the scene for these wonderful moments, and Shani and I were counting them. There are at least 3 where Annie looks at Annie and says elle, and so we're moving between pronouns. Annie Ernaux is very good at this. There's an on, a nous, an on, a generic we, which is this kind of collective. There's un je, an I, the first person that she talks about, je fais ceci, je fais cela. And then sometimes she switches, when she's looking at herself, she switches to an elle, sort of more impersonal. She removes herself almost from the camera, from what's happening, to look at this person who is herself, but 50 years earlier. So I was wondering if you had thoughts about that. I mean, what it seems really important. I asked her about that in the question, et c'était 10 secondes d'anglais. Et 3 secondes. 3 secondes. C'est pas mal, ça commence. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, bah, c'est comme ça. Ok. Bon, justement, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, et je pense que, en fait, là, c'est le moment où elle se sent en représentation, où en fait, c'est l'épouse d'Annie Ernaux. C'est la séquence à Beyrouth, si vous vous rappelez. Après, elle a écrit son texte, on est parti au Maroc, et on passe à Beyrouth, et c'est là où elle dit la femme qui est à l'image. Voilà. Et je pense que c'est parce que là, elle prend pour soi le regard qu'on pouvait porter sur elle en tant qu'épouse de Philippe Ernaux. Elle était vraiment en représentation, c'est le seul moment. Ah si, il y a aussi la Corse. Il y a aussi la Corse, mais là, c'est un parcours solitaire, où elle n'est pas avec Philippe Ernaux. Angoulême aussi. Angoulême, le golf, le mini-golf. Oui, en effet. Et voilà, où elle joue le rôle. Elle joue le rôle qui lui est assigné par les circonstances. Voilà. So he did ask Annie Ernaux about this fluid use of pronouns. I'm mixing my metaphors a bit here. And she just said, well, that's the way it is. That's it. And having exchanged a few emails with Annie Ernaux, I know that that's the way she answers. It's just yes, no, that's it. David thinks that those moments are important because they're the moments when she feels that she is en représentation. She's there as the wife of her husband, of Philippe Ernaux. She's there to serve a function as his wife. It's at the concert, the Wagner Festival. There's another moment when it's the family reunion on his side in Charente, in Angoulême, and they're playing at the mini golf. And it's a woman of. She's the woman of, and it's also the moment when she's the first time, I think, when she says she feels out of place, that she, or maybe she, in playing the mini golf, she's able to forget for a second that she is out of place, that she doesn't feel at home in this family where the other women are all housewives, and of course what's happening here is her. I think she uses the word ça me taraude. She's eaten inside by this desire to write, and of course by then she is writing her second novel, or first or second novel, I forget. But so it's so the moving between pronouns is really about the moments when she's seeing herself through the gaze of others, through the gaze of the society, the people around her, and she's trying to kind of reproduce that in the narrative. You brought up, this will be perhaps my last question. I have many more, but if people want to start lining up or formulating their question, please do. One of the most touching things for me about this film, and in the way in which it complements Les Années. There's a passage in the years where this is actually mentioned, it's brought up, it's the beginning of a chapter about halfway through the book where she talks about
we have a film super 8, and so you can see the idea of the film is perhaps already sort of germinating. In many ways, this movie is a continuation of that project in a different medium through other possibilities. But and one of the things that it adds, that it brings, is Philippe's gaze, because all of this, of course, it's your film and it's Annie's voice, but the images are all those of her husband, Philippe, who in her oeuvre we only really kind of see as the man she left for good reasons. I mean, that's not the point, but he's always that person there. And here, I think, I mean, there is that story. It is the story of the end of a couple, of the end of a family, and there's a certain sort of sadness to it. Annie Ernaux says at the end that one of the reasons for this film for her is to recover some of the light of those years, and it's almost like she's making peace with that rupture, that separation, and she wants to remember also some of the nice aspects of it. But what's really lovely in this film, I think, is that we see the gaze it is a male gaze. He's the one who has the camera, not her. But it's also a loving gaze. It's a gaze of a husband who's in love with or at least for a long time, with his wife. And so, I don't know, for me that's also something that the film adds to Les Années. We get that other perspective, and I'm wondering, as the son also of that, without necessarily going into personal, but in terms of the dynamics of the film, if that's important for you. Je dois traduire un peu ou je pense. Alors, sur le regard de mon père, c'est vrai qu'elle parle au début de dire que c'est les rôles qui sont attribués à l'intérieur du couple, d'avoir lui qui a la caméra et elle qui n'en a pas. D'abord, c'est pas toujours vrai, puisque c'est parfois les femmes qui filment, hein, ça existe aussi, plus dans les classes sociales supérieures, et plutôt quand c'était pas du Super 8, le Super 8 c'est des années 70. Il y a un côté technique aussi, simplement parce qu'elle ne maîtrisait pas et mon père était curieux des techniques. Mais c'est vrai qu'elle évacue la question du regard masculin sur elle. Et elle reprend une forme de neutralité d'image, mais je pense que c'est elle qui commente les images. Donc tout ce qu'on a de mon père, c'est son regard, qui est un regard affectueux, qui n'est pas un regard dur, qui n'est pas un regard critique, mais de toute façon c'est un regard de Super 8. Les regards de Super 8, c'est toujours super sympa avec la famille. Enfin, on ne va pas filmer les problèmes. On filme les joyeux moments, on filme les débuts du premier enfant, un peu moins le second. S'il y en a un troisième, on l'a quasiment oublié. On va filmer les anniversaires et puis on va filmer les choses surprenantes. Et je pense que mon père filmait ce qu'il voulait que la vie soit, d'une certaine manière. Ce qu'il voulait, comme cette vie rêvée. Et je pense qu'il il aimait sa vie de famille. Il aimait aussi beaucoup de choses, beaucoup d'autres personnes aussi à côté, mais il était dans cette curiosité et c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai découvert en regardant les images, parce qu'avec le temps on oublie et puis la séparation se fait plus ou moins bien. Et j'ai découvert avec son regard, avec ces images, qu'il aimait vraiment cette vie de famille. Et j'avais pas cette image-là de mon père. Mais c'est vrai que ma mère évacue ça, mais par contre, ce qu'on pourrait dire un commentaire sur les images, et je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est à des faits. Le commentaire, on peut l'entendre comme commentaire. Commentaire, je ne sais pas dire en anglais, mais how to shut up. Voilà, commentaire. Et le texte peut forcer le sens d'une image. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été toute la question, moi, que j'ai eue après en tant que réalisateur du film, c'est-à-dire d'assembler le texte de ma mère et les images de mon père, c'était de rendre leur autonomie aux images par rapport au
commentaire au texte, puisque en fait c'est pas un commentaire vraiment, le terme commentaire ne semble pas juste au texte littéraire de ma mère. Comment rendre une autonomie, comment donner une autonomie aux images, pour autonomie qui va permettre au spectateur de jouer un rôle actif à l'intérieur des images, parce que l'écart entre les deux va faire qu'il y a un domaine d'interprétation et il y a une liberté qui est accordée au spectateur. Si vous voulez, on continue une question. So I'll just translate this quickly, and please, if people have questions, this is your moment. You have to get up and stand. So it is in part a film, of course, of Philippe's gaze. David wanted to specify that the women do sometimes film, and indeed we see Philippe sometimes in the film. So it's not a completely off limits thing for women at this time. But what is clear is that Annie is ignoring the question of Philippe, the way her husband is looking at her. She doesn't talk about it in the text. She's just commenting on what's happening. David thinks it is a tender, loving gaze, one that in many ways represents an idealized version of the kind of family life that he dreamt of and loved in many ways, and was happy to have, together with other things that he had going on in his life. But there is a kind of sincerity to the wanting to film this intimacy of the family life. And this is something that David kind of, I think, discovered in watching the film. Maybe you had forgotten a little bit about it because of the divorce and the way the family broke up. This is a kind of way of remembering that there was also that way of looking at family life and desiring it. He made the point that I'm sure you got, that in French, commentary, commentaire, can also be broken up into commentaire, how to shut up, how to get somebody to not talk. And one thing that the text does is kind of impose itself, or the risk would have been that the text would impose itself on the images, would almost sort of be violent on the images. There's actually a moment in the film when Annie Ernaux says, find the quote, where she says, "Il fallait des mots pour donner du sens à ce temps muet." We needed words to give meaning to this silent time, so that the images are assimilated to a silenced time, and words were needed to give it meaning. But David's work as a filmmaker, cinematographer, was precisely to restore a little bit of autonomy to the images, to give them their own life, to sort of save them a little bit from the written word, from the commentary, so that they would have their own life and one that the spectator could enjoy and make sense of themselves. And perhaps we've just been doing that in spite of Annie's commentary. Are there questions from the audience? Yes, please, come up and ask your question. You can ask it in English if you want, I can translate. I'm afraid I'll have to do that. I love I don't know what you call it, the leader, or the stuff that wasn't actually filmed. Was that actually from the Super 8 film that Philippe took? Or did you insert that extra? Do you know what I'm... What are you referring to, the leader? Well, the the scenes of sort of cut, real... Right. Yeah. Les scènes comme des bobines qui se décrochent, ou tous les petits moments techniques un peu comme ça, c'est du rajout, bien vu. Well seen, well spotted. Yeah. Alors, j'ai utilisé le matériel en toute liberté. C'est-à-dire, j'ai pris, de même qu'un écrivain utilise les mots qui sont à sa disposition, les organise dans le sens qu'il veut pour donner une impression,
Moi, j'ai pris des séquences, je les ai prises, grosso modo, c'était à peu près, la thématique était là, mais je les ai organisées pour donner à l'image une sensation, une impression, enfin construire quelque chose. Et en effet, ce qu'on dirait en cinéma des volets ou des cuts, j'en ai rajouté pour dynamiser certaines séquences. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, qui s'est popularisé avec Internet, c'est les jump cuts. Ça saute, l'image saute à un moment, qui peut faire penser que le Super 8 était coupé et réparé, mais non, bien souvent c'était parce que le travelling était trop lent, ou bien pour redonner un peu de mouvement à l'ensemble, pour signifier des choses. Après, il y a toute une construction au cours du film pour revendiquer l'autonomie de la fiction à l'intérieur du documentaire. Bon, comment vous dire, ce film il y a un contrat du documentariste, c'est de dire la vérité et d'utiliser ce qu'il a pour dire la vérité. Moi, je suis avec des images qui ont été filmées, donc il n'y a rien d'extraordinaire qui est arrivé. Donc, l'idée est en remontant comme ça, de dire qu'on peut arriver vers une image qui a toutes les apparences de la vérité, mais qui n'en est pas une. Alors moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai donné toutes les références de la construction avec des images qui étaient tournées pour de vrai, je dirais. Et le fil du film va vers des types de montage qui se rapprochent de la fiction. J'en parle juste d'un. Quand on est en Espagne, il y a ce qu'on appelle un montage alterné entre les grosses têtes et la corrida. En fait, c'est pas les corridas, c'est les vachettes dans l'arène. Et donc, ça, c'est du langage cinématographique qui dit ça se passe en même temps. Quand vous voyez un film de fiction, vous avez ça, c'est que les deux séquences sont censées se passer en même temps. Bon, il se trouve que mon père était unique et il avait une seule caméra et donc il ne pouvait pas être à deux endroits différemment. Donc forcément, enfin, entre guillemets, c'est faux. Voilà. Bon. Mais ça, ceux qui pensent que le documentaire c'est la caméra vérité, vont dire bah, c'est pas, enfin, ça peut se contester pour un documentaire qui va représenter la réalité du monde. Ça, c'est pour dire l'autonomie du montage d'une certaine manière. Dire que moi aussi, avec mes images, avec les séquences que je prends, je construis un discours. Et regardez là, c'est, vous voyez, c'est de la construction là. Mais ça sert à quelque chose, ça sert à une excitation, ça sert à montrer comment tout s'en mêle quand on est en Espagne à ce moment-là, pendant les... Pamplune. Where was I? Je suis désolé. No, so once again, so well spotted on these sort of inserted images of film reels being cut. David did this on purpose, taking again some liberty with the material, with the images, just like a writer takes liberty with words, with grammar, with the tools at their disposal. And so there are moments when there are cuts that are somewhat arbitrary, there are jumps, sometimes it looks as if the image, because it's an old Super 8 film, it's kind of skipping, but that's actually often artificial. It's done perhaps with a slight nostalgia intention, I don't know, that's a different kind of question about the grain of the image and the kind of emotional memory that it conjures. We can maybe go back to that afterwards. But often this is done to give a certain dynamic to the image, to accelerate things, or perhaps to slow them down, to break up the rhythm, or to give rhythm to what's happening. And all of this then ties to a question, a very important question that we were discussing earlier,
about the relationship between fiction, fact and fiction, fiction in a documentary which is supposed to be realistic or sort of convey things as they happened, or at least sort of fairly objectively. There is an element of that. There is a kind of contractual, as a documentary maker, there is a sort of contract, a bit like an autobiographical contract for somebody who writes autobiographies with the spectator, that what you see is real, it happened. But then that being said, you can still work with it and lean towards fiction, point towards fiction. And the way in which David thinks of this and what he did in this film was give the appearance of a fiction, of a story, to something that really happened, to material that was really filmed on site. And so we use these documentary images and add a little bit, twist them, cut them, rearrange them, to give them a little bit of the narrative presence of a fiction. And in one particular scene where this is very telling is the cross-cutting scene in Spain, in Pamplona, where you see two different scenes juxtaposed, and the camera kind of goes back and there are two moments that are you're going constantly back and forth. It's not the corrida, the scene before with lots of people in the arena, and then these big heads that are revolving round, and we sort of jump back and forth between the two. They're not happening at the same time, but we get the impression that they're happening at the same time. So that's an example of how you fictionalize with stuff that really happened. Juste le fait que c'est dit d'ailleurs au début, le début c'est l'analogue du réel, le tout début quand on se promène dans les montagnes, on arrive sur ce qu'on appelle le paquier, le lac, et puis on rentre dans la maison, et on n'a toujours pas vu ma mère, et au moment où elle dit les films sont muets, il y a un silence qui se fait, et on entend la porte qui se ferme. C'est un peu calculé, hein, je ne vous le cache pas. C'est pour dire, enfin, c'est la présentation du dispositif. C'est au début, on fait croire que vous allez voir un film avec des images un peu bizarres, mais voilà, avec les sons. Mais là, on prévient du dispositif. Et ne pas oublier qu'on est déjà dans la fiction avec les sons. Tous les sons ont été construits en studio. Hein. So just to add another example to that question of fictionalizing with the real, the opening scene of the film is this mountain panorama. The camera just moves slowly, and one of the first things that Annie Ernaux says is that these are silent images. There's no sound on the Super 8 films, and then of course we start hearing sounds, and as it's a prompt, voluntary prompt to make us realize that the sounds themselves are fictionalizing, because they're added, they're recorded in studio, and then they're superimposed. And whereas they're realistic, I don't think there's a sound that all of a sudden strikes us as odd. They nonetheless are interventions on the actual recording of what happened. We have another question, please. En français, super. Merci pour ce très beau projet. J'ai moi-même réalisé plusieurs documentaires biographiques, et mon 9e film était dédié à mon fils pour ses 30 ans. Et ça a été très dur. J'ai presque failli abandonner le projet parce que c'est un peu comme un opérateur qui doit opérer son fils. Alors j'aimerais vous poser, à vous David, la question, comment est-ce que vous avez pu garder vos distances par rapport à tout ce que vous avez dû voir et revoir pendant toutes les phases de la production et de la réalisation, puisque vous savez, vous, les revers et les dessous de toutes ces histoires, les disputes de vos parents qu'on ne voit pas vraiment, comment est-ce que vous avez pu terminer un tel projet, en plus avec le regard et la présence de votre mère? Just très rapidement, just very briefly, a question about how to keep distance with the more personal and the more intimate and sometimes more
more difficult aspects of the material that is being described in the film, given that David lived it as a child? Très naturellement, en fait, parce que d'abord, on est à distance, enfin, je veux dire, les années 80, c'est quand même il y a un petit peu de temps. Je vais dire juste une chose. Moi, quand j'ai vu le film, quand j'ai vu les premiers rushs, et en particulier, d'ailleurs, ce qui fait l'affiche là où je voyais un petit garçon, c'est moi, le petit garçon, sur l'affiche avec ma mère et ma grand-mère. Moi, j'ai pensé, non pas à moi, j'ai pas vu dans l'image moi, mais j'ai vu mon fils qui, au moment du montage, avait à peu près cet âge-là. Maintenant, il a 5 ans, donc il avait à peu près 3 ans, et qui lui ressemble vraiment étonnamment. Alors, avec le grain de la pellicule, ça fait que ça ressemble encore plus. Mais, et en fait, je dirais que c'est l'écriture de ma mère qui fait qu'on se retrouve là où on veut, je dirais, dans son texte. Et moi, les problèmes qui se posent aujourd'hui à moi, c'est les problèmes de parents, d'un père vis-à-vis de ses enfants, d'un homme qui est avec une femme qui est son épouse, etc. Voilà. Donc, si je suis quelque part dans le film, c'est entre les deux parents, je veux dire, ou mon père ou ma mère, mais voilà, enfin, c'est là où je me pose des questions. Donc, j'ai pas de sentiment particulier en tant que fils. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis d'autre part, je suis un grand professionnel et donc je sais mettre à l'histoire. Non, je blague. Voilà. Non, c'est une blague, mais c'est vrai qu'au début ça a été une question par rapport à ce que je sais de l'histoire et par rapport à ce que dit ma mère. Mais le programme, c'est le programme, je veux dire, c'est-à-dire que je ne vais pas m'engager dans ce film en allant contre le scénariste, d'une certaine manière. Mais je fais ma liberté dans les images. So the potential difficulty, pitfall of dealing with personal material was dealt with relatively easily or unproblematically. First of all, the distance of time helps. There are 40 years, more or less, that have passed since, so it makes it easier to have a certain distance to it. When David first saw the film, and then saw the images from it, including the poster that we have used for the series on generations, which this question is actually very good about thinking about generations, and all of the films that have been shown this semester, je fais une parenthèse, by the Maison Française have been about generations and the questions, the intimate questions, the problematic questions, and sometimes the beautiful sort of liberating questions of generations. There's one more film in the series, I'm forgetting what it is now, but Shani can tell us afterwards, sorry. But so when he saw this picture and saw you, and in the film you can see him as a 3-year-old. He's the second child, the younger child. And what he first thought, what struck him, was how much his own son resembles him when he was that age. His son is now 5, was 3 when the film was being made and first came out, and there's a striking resemblance that the grainy image helps to facilitate. But so in a way, David has sort of sidestepped this question, because he doesn't really see himself as a child in the film. He sees himself as a parent, and so he's comparing himself or thinking of himself in relation to his mother and his father in the sort of relationship that we peer into through the camera. That it's the parenting questions that he identifies more with, because now he is a parent himself, and so is thinking about these questions all the time, as we parents do. But I think we have time for one more question, please. Yes. Okay. Thank you very much. I really enjoyed that film, and you got to go to many interesting places as a child. So I was wondering if how that may have affected you, and did you become a world traveler yourself, and
do you have some favorite places that you that you keep going to? Est-ce que vous avez eu la chance de voyager, toi et ton frère, quand vous étiez jeunes? Et le voyage est très important. Travel is very important, obviously it's a theme in the film. Did this give you, est-ce que ça vous a donné le goût du voyage? Est-ce que depuis vous voyagez beaucoup et est-ce que c'est important dans votre profession? Ah oui, je voyage beaucoup et j'aime beaucoup voyager. Je suis allé, oui, beaucoup. Je suis même parti une année sur les routes, etc. Enfin, et oui, mais alors par contre, je n'ai pas de souvenir des voyages que j'ai fait quand j'étais petit. Autant ma mère est une professionnelle de la mémoire et travaille son texte, et moi je suis un professionnel de l'oubli. Je suis encore un professionnel décidément, je suis très pro ce soir. Voilà, je veux dire, enfin moi j'ai assez peu de mémoire, mais j'ai en effet beaucoup voyagé. David he travels a lot. He likes traveling. He also even spent a whole year on the road. However, he doesn't have any memories of these trips that we saw that he was on as a child. So he's a professional of forgetting. There we go. We have a question from Fanny, and I can't say no to Fanny, so please. Le livre Les Années commence par toutes les images disparaîtront. Et du coup, je voulais vous demander si c'était un pied de nez ou bien si c'était dans le but de garder une trace ou juste de transmettre à la génération suivante. The novel, The Years, starts with the sentence, all the images will disappear. I'm not translating it properly, but it's something along those lines, I'm paraphrasing. And I don't know what a pitne is in English. But what's the meaning of that? What do we make of that? Alors c'est certainement pas un pied de nez, puisque en fait je n'avais pas lu Les Années avant de proposer à ma mère de faire le film. Et qu'est-ce que c'était quoi votre question après? Je m'en rappelle plus. Est-ce que du coup l'idée c'est de garder une trace? Non. Avec des images qui tendent à disparaître, qui sont difficiles à voir. Non, non, c'est pas de garder une trace, c'est pas de... Non, ça existe. Enfin si, c'est de garder une trace, c'est de transmettre quelque chose. Et on n'a pas du tout parlé de la politique aujourd'hui. On a été sur la forme, sur le texte, etc. C'est très intéressant, mais il y a tout un versant qui est la transmission d'une mémoire politique des années 70. Et c'est en faisant le montage et avec le texte de ma mère que je me suis aperçu combien ça pouvait être important. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens, des étudiants, des jeunes dans la salle, qui écoutent une personne de 80 ans qui parle et qui transmet cette mémoire des luttes d'un monde où l'inspiration des gens était d'essayer de construire un monde plus juste et plus équitable, où les gens seraient sans frontières, amis, construire quelque chose ensemble, et aussi les questions du féminisme et du genre. Il y a cette idée que, regardez, il y a une époque où le désir était de construire ensemble quelque chose de juste et non pas de faire, je vais peut-être me révéler un petit peu, mais de faire l'entreprise la plus performante qui soit ou d'équilibrer un budget national. C'était pas ça la question, enfin ça existait peut-être chez certains, mais le désir du peuple était de faire, d'essayer de construire un monde meilleur. Voilà. J'ai l'impression, du moins dans ma famille et du moins dans ce qui était la majorité de la population à l'époque, puisqu'il y a quand même eu Mitterrand en 80. Ouais. So this is the question about the traces, and are these traces, and they're not traces, but they are traces in the sense that they lead to a transmission, and a transmission of memory, and in particular transmission of political memory. We haven't spoken much about the politics of this film, but it is actually a very important facet to it. It is a film about a certain political memory of the 1970s that Annie Ernaux wanted to, remembers very clearly, very vividly, and wanted to transmit through the text, and
then David too with the images. And it's that memory of a generation that genuinely believed and lived the possibility of building a better world, a better future, one of understanding, one of communication between people, and hence the traveling and the visiting other places. It's a generation of feminism, of the coming of age of a certain feminism, and the Waveil is mentioned at one point, right? Mitterrand is elected. There are some very clear markers of the politics. I personally love the little digs at the Figaro. Those are my favorites. But it is important for David and for Annie, of course, for those of you who know, who have heard her interventions. She is very engagée and very much on the side of various oppressed and minority groups, and the film wants to keep alive that idea that this kind of change could be done, a better world, a better future was imagined and could potentially still be imagined today. Can we do one very quick one, or are we going to get in trouble? One very quick last question. Merci, merci d'être venu. Alors, je me demandais la même manière dont vous avez questionné de la façon dont Annie Ernaux parle d'elle-même en disant je ou elle. Je me demandais pourquoi est-ce qu'elle fait référence à son mari en disant toujours Philippe Ernaux et jamais mon mari ou Philippe tout court. Est-ce que c'est un choix littéraire ou est-ce que c'est une façon de se distancier? Why is Philippe always identified as Philippe and not my husband? Ça aussi c'est politique. Non, sérieux. Alors, la première chose, c'est que Philippe Ernaux a le bon côté de la neutralité. Donc, c'était son mari, ça n'est plus, enfin, etc. Et puis d'autre part, elle m'a raconté qu'elle a fait un petit peu partie des groupes de parole féministes dans les années 70. Et au début, voilà, enfin, c'était des femmes qui se réunissaient, et quand elles parlaient de leur mari, de leur vie de couple, elles ne disaient pas mon mari, mais elles le nommaient comme ça, elles disaient le prénom et le nom, de façon à le neutraliser et mettre à jour les relations qu'il pouvait y avoir avec cet homme. Et je pense que c'est resté, et que son désir était justement de réutiliser donc c'est politique d'une certaine manière. Ça vient de cette histoire-là, des féministes qui... So this is also a political answer. The person is political, as we all know. Philippe, first of all, there is a divorce, and so would soon no longer be her husband. But most importantly, this was probably a memory, a kind of incorporated memory, perhaps, of the way in which women in feminist advocacy groups, and ones that Annie Ernaux belonged to, spoke about their husbands. They precisely, in talking to one another, did not say, my husband does such and such. They would always name their husband's first name and family name as a way of neutralizing them, as a way of identifying them and not as their husband, and therefore themselves not being the wife of that particular person. I think we are out of time, but please join me in thanking David Ernaux-Briot for and thank you for your questions. Thank you for pour la présence, voilà, merci. The next film is when, Shani?